Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deuxième partie de ce chapitre 13 sur les stratégies de synthèse en chimie organique. Je vais aborder les deux derniers paragraphes et tout d'abord donc la notion de sélectivité dans une réaction. Pour illustrer cette notion de sélectivité, voici la présentation d'une réaction de synthèse du paracétamol qui se fait à partir donc de ces deux molécules, le paraminophénol et l'anhydride acétique. Si on regarde toujours cette même réaction d'une autre manière, on voit que le paraminophénol possède deux groupes caractéristiques. Et du fait de la présence de deux groupes caractéristiques, eh bien on pourrait imaginer deux produits possibles, puisque le groupe amine peut tout à fait réagir avec ce deuxième réactif, mais le groupe hydroxyle peut aussi le faire. Et dans ce cas-là, on obtiendrait deux produits différents. Or, dans la réalité, un seul est observé et pas l'autre. Cela veut donc dire que ce réactif sélectionne un produit plutôt qu'un autre, il est chimiosélectif, on en reparlera. Alors, pour expliquer pourquoi il y a deux attaques possibles, revenons au mécanisme réactionnel qu'on a abordé dans un chapitre précédent. Cette molécule possède plusieurs sites riches en électrons, et notamment les doublés non liants sur l'atome d'oxygène et sur l'atome d'azote, qui peuvent attaquer les sites pauvres en électrons de l'anhydride éthanoïque. Là, vous avez donc un carbone qui est delta+, parce qu'il est associé à deux atomes d'oxygène plus électronégatifs que lui. Alors, de manière symétrique, ce carbone-là aussi est delta+. Et donc, on pourrait imaginer l'attaque de l'atome d'oxygène sur le carbone ou l'attaque de l'azote sur le carbone. Eh bien, il se trouve que c'est cette deuxième attaque qui va avoir lieu et non pas la première. Donc l'anhydride acétique est un réactif chimiosélectif. La synthèse, la réaction est une réaction sélective puisqu'il y a un produit qui se forme et non pas un autre. Pour illustrer donc cette notion de sélectivité, on peut regarder l'exercice de votre livre, donc 10, page 507, et on voit donc la réduction de cette molécule par le réducteur LiALH4. Ce réducteur est un réducteur très puissant qui lui ne fait aucun détail, aucune sélection. On voit que les deux groupes caractéristiques, le groupe carbonyle, donc qui fait référence à une cétone, et le groupe ester qui est ici, sont tous les deux affectés, tous les deux modifiés. Donc le réactif n'est pas chimiosélectif, il ne fait pas de différence car il réagit avec les deux fonctions, non pas trois, c'est une erreur de frappe, avec les deux fonctions de la molécule initiale. A l'inverse, si on prend un autre réactif NaBH4, et bien sur la même molécule de départ, on voit que la fonction ester, elle, n'est pas du tout affectée, seule la fonction carbonyle est modifiée, donc ce réactif réagit avec une fonction plutôt qu'une autre, il est chimiosélectif. Toujours dans le même principe, voici une molécule de départ qui possède deux groupes caractéristiques et donc on l'a fait réagir avec trois réactifs possibles. Donc on l'a dit, LiALH4, un réducteur très très puissant qui va réduire les deux groupes caractéristiques. NaBH4 ne va réduire que celui-ci, donc pour former donc un alcool à partir d'un carbonyle. Et puis ce troisième réactif, lui au contraire, va réagir avec le groupe NO2 pour le transformer en NH2. Donc seuls les réactifs B et C sont chimiosélectifs puisqu'ils ne réagissent qu'avec l'un des deux groupes caractéristiques, mais on voit que l'emploi de l'un ou de l'autre nous permet de fabriquer une molécule ou bien une autre. Alors pour sélectionner un produit plutôt qu'un autre, on peut agir sur un réactif, on l'a dit, un réactif chimiosélectif, mais on peut aussi agir sur les propriétés de la réaction, sur les facteurs qui caractérisent cette réaction, et notamment la température. Voici la réaction donc, qui a lieu entre cette molécule et les ions hydroxyde. Eh bien, on a la formation de deux mélanges différents en fonction de la température utilisée, 25 degrés ou 100 degrés. On ne va pas avoir les mêmes produits qui vont se former. Donc, les propriétés, les conditions expérimentales, telles que la pression, la température, la pression, le solvant, le catalyseur, peuvent rendre une réaction chimio-sélective, réaction sélective.
Autre illustration, donc j'ai parlé de la température. Là, vous avez donc, là encore, un même réactif de départ. On change entre la réaction 1 et la réaction 2, on change de catalyseur. Les autres paramètres sont tous identiques et on va former deux produits qui sont différents. Donc on voit bien que le catalyseur a une influence. De la même manière, entre la réaction 2 et la réaction 3, là c'est le même catalyseur, même température, même durée. C'est la pression qui est modifiée. Et on n'a pas le même produit qui se forme, donc la pression peut également être un facteur de sélection. Alors si on n'a pas à notre disposition le réactif adapté ou les conditions expérimentales adaptées pour former tel produit plutôt qu'un autre quand on a une molécule plurifonctionnelle, polyfonctionnelle, eh bien on peut être amené à protéger les fonctions que l'on ne veut pas réagir. Illustration de cette notion-là par la formation d'un dipeptide que l'on obtient donc à partir de deux acides aminés, la leucine et la glycine. Les acides aminés sont des molécules qui possèdent au moins deux groupes caractéristiques, un groupe amine et un groupe carboxyle, et donc ces deux groupes peuvent réagir l'un avec l'autre pour former un groupe amide, comme on le voit ici. Donc si on fait réagir le groupe carboxyle de la leucine avec le groupe amine de la glycine, on obtient cette molécule qu'on peut symboliser par le gly. Sauf que si on ne fait pas attention et on fait un mélange de leucine et de glycine, il n'y a pas que cette réaction-là qui peut avoir lieu, mais également des réactions parasites pour le coup, et en l'occurrence il va y en avoir trois réactions parasites. La leucine n'a pas besoin de la glycine pour réagir en fait, puisqu'elle possède deux groupes caractéristiques qui peuvent réagir l'un avec l'autre. Deux molécules de leucine peuvent réagir l'une avec l'autre pour former donc le dipeptide que l'on symbolisera par le Le. De la même manière, la glycine, une molécule de glycine peut réagir avec une autre molécule de glycine pour former gli-gli. Et la leucine et la glycine peuvent réagir, mais d'une manière inverse de celle qu'on souhaiterait, c'est-à-dire la fonction carboxyle, non pas de la leucine, mais de la glycine, qui réagirait avec la fonction amine de la leucine pour former le dipeptide GLI-LE. Donc pour éviter ces trois réactions parasites et n'avoir que celles qui nous intéressent, eh bien on va réaliser donc la protection des groupes caractéristiques que l'on ne veut pas voir réagir. Voici les deux molécules de départ. La leucine, on veut donc faire réagir son groupe carboxyle avec le groupe amine de la glycine. Et bien comment va-t-on faire? On va bloquer le groupe amine de la leucine, on va bloquer le groupe carboxyle de la glycine, on fait la réaction principale, et une fois qu'on a obtenu un produit qui ressemble, enfin en tout cas on a obtenu le groupe caractéristique qui nous intéresse, on va pouvoir déprotéger ou débloquer les groupes que l'on avait dans un tout premier temps protégés, et on a le dipeptide que l'on voulait. Le schéma général, donc, on peut l'illustrer de cette manière-là. Voici une molécule polyfonctionnelle que l'on doit faire réagir pour fabriquer le produit qui est ici. On voit qu'entre le réactif de départ et le produit obtenu, l'un des deux groupes a réagi, mais pas le deuxième. Et donc, pour éviter que les deux groupes ne réagissent et ne se transforment, et ce qui nous donnerait ce produit-là que l'on ne veut pas, eh bien, on va être obligé de protéger le groupe qui ne doit pas réagir. Donc c'est ce qui est fait dans cette première étape de protection. Ensuite, une fois que la molécule est protégée, on la fait réagir avec la réaction principale. Le groupe protégé, évidemment, n'est pas modifié. Le groupe non protégé subit la transformation. Et une fois qu'on a obtenu cette molécule intermédiaire, eh bien, on va déprotéger le groupe que l'on avait initialement protégé. Et voilà ce que l'on obtient. C'est bien le produit attendu. Un exemple concret donc de protection et déprotection. Voici un réactif de départ et on souhaite fabriquer ce produit-là. On constate que si on fait réagir avec toujours le même réducteur qu'on a vu précédemment, très très puissant, on va faire réagir les deux groupes caractéristiques. Si on utilise un réactif moins puissant, seul ce groupe-là va être modifié et moi je veux fabriquer ce produit-là. Donc on voit que le NaBH4 ne va m'être d'aucune utilité. Je suis obligé, pour transformer ce groupe caractéristique, je suis obligé d'utiliser le LiALH4, mais le problème c'est qu'il va me faire réagir ce groupe-là.
Donc avant d'utiliser LIALH4, je vais devoir protéger cette partie-là de la molécule. C'est ici l'acétalisation, on forme un groupe acétal, et une fois que ce groupe est formé, ce groupe est suffisamment puissant pour résister à l'attaque de LIALH4, je vais pouvoir réaliser la réaction principale qui consiste à mélanger ce produit intermédiaire avec donc le réducteur que j'ai cité précédemment. Seule du coup cette partie-là de la molécule va être modifiée, et cet intermédiaire-là, je vais maintenant le déprotéger pour reformer donc le groupe caractéristique de départ, et j'ai ainsi fabriqué le produit souhaité. Donc on voit que quand on a une molécule polyfonctionnelle, si on veut lui faire subir une transformation, on est souvent amené à 3 étapes. On protège, ensuite on fait réagir, et enfin, troisième étape, on déprotège. Donc pour illustrer cette complexité de la chimie organique, voici un exemple d'une molécule que l'on retrouve dans les anticancéreux, le Taxol. Cette molécule est très complexe. Elle existe naturellement, on pourrait utiliser uniquement les molécules issues de la nature, mais le problème, c'est qu'on ne la trouve qu'en très faible quantité dans des arbres qui ont une valeur assez importante. Voilà, il faut des arbres bien spécifiques et suffisamment anciens pour ne pas avoir envie de les détruire, et c'est très loin de couvrir les besoins ne serait-ce que des États-Unis. Donc on est obligé d'utiliser la chimie de synthèse pour fabriquer cette molécule. Mais vous voyez la complexité de la molécule, on ne va pas la fabriquer en une seule étape, il y a une succession d'étapes nécessaires, 60 en l'occurrence, et parmi ces 60 étapes qui permettent de fabriquer la molécule, il y en a un bon nombre qui sont des étapes de protection et déprotection. Donc la chimie organique nécessite une stratégie, évidemment, pour savoir où on va. L'analyse, la synthèse ne se fait pas au hasard, et donc cette stratégie peut être possible grâce à de la protection et de la déprotection et toutes les étapes que l'on a vues précédemment. Bon, voilà pour la fin de ce chapitre 13. À très bientôt pour une autre vidéo.